Bonjour, je m'appelle Anne-Catherine, je suis la maman d'un garçon, Anatole, qui est atteint d'une maladie métabolique rare qui s'appelle déficit OTC. Je suis Jean-Pierre, le papa d'Anatole, qui a 16 ans. Bonjour, je m'appelle Anatole, j'ai 16 ans, je suis au lycée. Je suis en seconde, je passe en première. J'ai une passion dans la vie, c'est le football. Et je suis atteint d'une maladie qui s'appelle déficit OTC, qui m'empêche de manger des protéines. C'est une maladie en fait qui ne se voit pas. Si on me croise dans la rue, on ne peut pas savoir que j'ai une maladie comme ça. La maladie d'Anatole, c'est une maladie métabolique rare qui s'appelle déficit OTC ou OCT, selon que ce soit en français ou en anglais. C'est une maladie qui se situe au niveau du cycle de l'urée, qui fait qu'Anatole a un déficit d'une protéine qui dégrade pas bien les protéines qu'il ingère. Comme il ne dégrade pas bien les protéines qu'il ingère au niveau du foie, en fait, il crée, comme tout le monde, quand on mange, on crée de l'ammoniac. Et cet ammoniac, on l'élimine par l'urine, sauf qu'Anatole, il n'arrive pas à éliminer cet ammoniac. Donc il accumule de l'ammoniac dans le sang. Et ça l'intoxique. Donc le premier stade, c'est qu'il va être pas bien du tout et jusqu'à la possibilité d'un décès s'il a trop d'ammoniac, parce qu'il fait ce qu'on appelle des hyperammonémies. C'est quand il a trop d'ammoniac dans le sang. C'est une maladie génétique qui ne se soigne pas. Donc on vit avec, il n'y a ni médicaments ni opération. Donc la seule chose, c'est de contrôler le niveau de protéines qui est apporté et qu'il est capable de tolérer. En fait, les premiers signes sont apparus à l'âge de 12 mois, en mars 2007. Les premiers symptômes, ça a été des vomissements en jet, essentiellement le soir, et forcément on ne savait pas ce que c'était, donc on est allé une première fois chez son pédiatre qui nous a dit que c'était une gastro. C'était pas ça, on est retourné à la maison, il a recommencé à vomir en jet le soir. C'était assez impressionnant, ça partait vraiment comme des vrais jets, quoi. Une autre fois je retourne chez le pédiatre, il venait de se faire vacciner, je le trouvais hypotonique, mais elle m'avait dit que c'était peut-être une réaction au vaccin. Et ensuite, ça s'est accentué jusqu'au jour où on l'a récupéré chez la nourrice et il était complètement dans le vague. Il était comme parti, il avait le regard hagard, il regardait dans le vide, enfin je ne reconnaissais pas mon petit garçon. Et donc on est retourné chez le pédiatre qui nous a envoyés aux urgences. Un mois après, à peu près, un mercredi matin, Anatole recommençait à vomir en jet et j'ai appelé mon pédiatre qui m'a dit de venir. Et en fait, à midi, j'ai eu un coup de téléphone du neuropédiatre de l'hôpital qui nous a dit qu'Anatole avait une maladie métabolique rare, qui nous a donné le nom de la maladie. Et ça a été assez douloureux parce qu'elle nous a dit vous voyez avec la diététicienne, il aura un régime, il aura des médicaments, mais ce n'est pas une maladie dégénérescente. Donc d'un seul coup, nous étions avec cette nouvelle brutale et sans trop savoir ce que serait l'avenir, que deviendrait notre petit garçon. Et le premier réflexe était d'aller sur Internet. Et on ne voit que les choses pessimistes sur Internet. Comme on ne connaît rien à la maladie, on ne sait pas ce qui nous tombe dessus et c'est un vrai coup de massue. Ça a été un moment particulièrement difficile à encaisser pour nous deux. Ouais. Vraiment, l'énorme chance que nous avons eue, c'est que ce diagnostic a été fait par un médecin qui était de permanence au CHU et qui avait cette expérience des maladies métaboliques et qui s'est tout de suite dit, vu le comportement d'Anatole, qu'il devait y avoir quelque chose à investiguer et qui a réalisé les bons tests. On a eu énormément de chance finalement dans cette épreuve, puisque le diagnostic a pu être posé finalement rapidement. Donc dès le lendemain de l'annonce, Anatole se retrouvait au CHU, pris en charge dans les équipes, avec un premier régime alimentaire très limité en protéines,
voire même quasiment sans protéines. Très rapidement, eh bien, ils nous ont demandé de nous rendre à Necker, où là, nous avons pu être pris en charge par le service spécialisé dans les maladies métaboliques. Et on s'est retrouvés, nous, pendant 2 semaines, pris en charge intégralement à Necker, avec toutes les batteries d'analyse qui permettaient d'aller investiguer et de poser le bon accompagnement d'Anatole. C'est que ces 15 jours, on doit apprendre à vivre avec la maladie, à comprendre, parce que 15 jours après, on sort de l'hôpital et il faut qu'on gère au quotidien cette maladie. Et ça a été vraiment d'un énorme soutien. On pouvait poser toutes les questions qu'on voulait. Et ça nous a permis de nous reposer sur cette équipe médicale qui, au-delà de leurs compétences médicales dans l'accompagnement d'Anatole, il y avait un volet de formation pour nous, qu'on devienne vraiment les accompagnants au quotidien de la maladie. Et l'enjeu de l'équipe médicale était de le prendre en charge, bien évidemment, mais de faire en sorte que nous allions l'accompagner au mieux. Et je me rappelle également d'une phrase que nous avait dit la professeure de ce service qui nous est toujours restée, c'est « Vous, parents, vous serez ceux qui connaîtraient le mieux la maladie, bien mieux que n'importe quel médecin. Donc il est important que vous ayez tous les fondamentaux et toute la compréhension pour accompagner au mieux Anatole avec sa maladie qu'il aura à vie. » Et donc ça nous a aussi fait prendre conscience du rôle important et crucial que l'on a à jouer au quotidien. On a aussi appris à cuisiner, à comprendre ce que c'est que les protéines, ce que c'est que les glucides, les lipides, comment est-ce qu'il va falloir qu'on cuisine pour faire respecter le régime à Anatole. De manière la plus précise possible, puisqu'il fallait calculer en fait le taux de protéines que l'on apportait à travers son alimentation. Parce qu'au début, Anatole, il pouvait manger 11 grammes de protéines à 16 mois. 11 grammes, c'est 2 yaourts. Donc ça veut dire qu'à côté, vous devez forcément lui donner des aliments, ce qu'on appelle hypoprotidiques, donc sans protéines, mais qui sont délivrés sur prescription médicale. Donc ça aussi, il faut qu'on vous explique tout ça, où envoyer l'ordonnance, comment se fournir les médicaments, quel papier faire au niveau social si vous voulez rester quelque temps avec votre enfant quand vous allez sortir de l'hôpital. Pas à pas, nous apprenons et en fait nous digérons aussi cette annonce pour bien prendre en charge et accompagner Anatole. Et c'est vrai que ne serait-ce que les aliments sans protéines, c'était une vraie découverte qu'on ne voit dans aucun supermarché. Non. Donc après cette prise en charge, nous sommes rentrés chez nous. Et avec tout ce savoir, et là il a fallu mettre en œuvre les différentes préparations de repas, du petit déjeuner jusqu'au soir, et trouver le bon équilibre, et surtout entre ce respect scrupuleux, et on avait bien compris que c'était une maladie très grave, donc on était vraiment au gramme près, ce respect scrupuleux de ce que nous lui apportions comme alimentation. Donc les premiers jours de retour à la maison, on ne va pas se cacher, on ne va pas se mentir, c'est compliqué. C'est compliqué, il faut s'adapter, il faut qu'on prenne tous nos marques dans la famille, les parents aussi. Déjà, on achète une balance, c'est vraiment le premier truc, pour peser. À Necker, ils nous avaient fourni une liste de tous les fruits et de tous les légumes avec les quantités de protéines par 100 grammes. Crus, cuits, s'ils étaient crus, s'ils étaient cuits, combien il y avait de protéines dans chaque légume et chaque fruit. Et ça a été un support que j'ai utilisé pendant plusieurs années, que j'ai gardé, que j'avais à la cuisine, cette liste, parce que ça permet de cuisiner, de se référer, de ne pas faire d'erreur. La peur, c'est de lui donner trop de protéines. Donc cette liste, c'était pour moi essentiel. Ce qu'on faisait, c'est on éclatait en matin, midi et soir. Souvent le matin, on lui donnait un petit suisse, donc c'était 3 grammes de protéines.
Donc il en restait 8 et après on faisait 4 grammes le midi de protéines et 4 grammes le soir. Donc ça permettait aussi de bien équilibrer toutes ces journées. Et puis nous, enfin, je sais que ça permettait aussi d'avoir ces repères, de ne pas changer. Et puis aussi pour lui le fait, alors ça n'a pas été évident dans les premiers jours, hein, mais il y a ces aliments hypoprotéiques qui existent, mais qui ont un goût particulier. Ça changeait quand même son alimentation du jour au lendemain. Donc il a fallu qu'il s'adapte aussi. Donc il y a des trucs qu'il ne voulait pas, il y a des trucs qu'il avait envie de manger. Ces premiers jours étaient la mise en place de cette cuisine tout à fait particulière, la mise en place aussi des médicaments, où de manière scrupuleuse, matin, midi, soir, il fallait lui apporter ces médicaments quotidiennement et les gérer. Et puis, ce qu'on avait toujours comme petite musique dans notre tête, qui n'est pas évident, c'était, au-delà de cette gestion quotidienne, c'est surveiller le moindre signe de fièvre ou de maladie. Il a fallu vivre avec cette petite angoisse quotidienne qui est de se dire, bon, est-ce qu'il va bien ? Ou est-ce que il y a la maladie qui reprend le dessus? En sortant de Necker, on est parti en vacances Quelques jours super plus tard. rapidement, quelques jours plus tard. Et on s'est retrouvés dans le sud de la France et Anatole a fait une angine. Oui, une angine et donc une montée de fièvre. Et puis le fait qu'il refusait de s'alimenter. Et donc l'angoisse. Et là, un des éléments que nous avait appris l'équipe médicale, c'est vous réfléchissez pas, vous allez aux urgences. Et donc on se retrouve à prendre la voiture, à aller aux urgences avec une équipe médicale où on se dit mais ils ne connaissent pas la maladie. Donc on a notre book avec tout le protocole. Et là, c'était quand même très, très, très angoissant. Ce qu'il y a, c'est qu'on avait bien retenu ce que nous avait dit Necker. L'équipe soignante à Necker nous avait dit « Vous êtes les meilleurs connaisseurs de la maladie d'Anatole. Donc surtout, même si vous arrivez dans un hôpital, vous connaissez mieux que les gens qui sont à l'hôpital, vous connaissez mieux la maladie. » Donc on est arrivé dans un hôpital et ils ne connaissaient pas la maladie. Et dans ce cas-là, ils n'écoutent pas les parents. Et on ne s'est pas laissé démonter. On a appelé Necker. Il était, je ne sais plus, minuit, 1h, je ne sais plus quelle heure, enfin tard. Et on a passé Necker à l'équipe soignante de l'hôpital où on était. Voilà. Donc ils se sont fait remonter les bretelles. Tout de suite parce qu'il y a un protocole strict à respecter pour les enfants qui ont la même maladie qu'Anatole. Il y a un protocole à respecter d'accueil, d'urgence, qui sort complètement du protocole habituel et classique pour ces équipes médicales. Donc c'est ça qu'il faut réussir à faire passer. Et ce qui nous a beaucoup rassurés dans cette expérience, c'est de se dire finalement à tout moment, il y a les spécialistes de Necker qui peuvent intervenir et nous aider. Après l'annonce et cette période d'incertitude, nous l'avons annoncé à nos proches. Et moi, je me rappelle que mon papa, quand même quelqu'un d'assez dur, a pleuré et était vraiment très, très affecté. Les filles, c'était leur petit frère. Elles se sont vite appropriées le diagnostic et vite compris que de toute façon c'était une maladie génétique, il fallait vivre avec et elles l'ont vite intégré, quoi. Elles font toujours attention à Anatole, à ce qu'il mange. Quand il mange un peu trop de protéines, elle lui dit mais il faut que tu fasses attention. Mes sœurs se sont toujours très bien occupées de moi et tout s'est très bien passé depuis tout petit. Comme le disaient mes parents, justement, elles ont toujours été là pour m'accompagner et encore maintenant pour me demander là, ton niveau de protéines, il est bien, tu as le droit de manger ça, tu es sûr, etc. Et depuis tout petit, ça se passe très bien et elles le vivent très bien car elles sont porteuses aussi de la maladie. C'est une maladie sur le chromosome X. Donc, je suis porteuse de SEN, de la maladie. C'est une maladie qui se déclare plus souvent chez les garçons.
Donc je ne savais pas que j'étais porteuse de cette maladie. On a essayé de faire de la prévention. On avait vu à Necker comment annoncer à la famille et faire de la prévention par rapport à mon frère qui avait des enfants, par rapport à mes cousins, cousines. Et donc j'en ai parlé à la famille et j'en ai parlé à ma maman qui a souhaité se faire tester. Mais elle ne m'a jamais dit le résultat du test et les aléas de la vie font que la lettre m'est arrivée alors qu'elle n'aurait jamais dû m'arriver de ces résultats de test. Donc j'ai su qu'elle était porteuse et elle n'a jamais voulu me le dire. C'est moi qui un jour me suis énervée en lui disant « mais je sais que tu es porteuse et tu ne me le dis pas ». Donc c'est compliqué parce que je pense que ça pèse sur la famille, c'est une responsabilité. Quand on est parent, on se retrouve tout seul face à cette maladie et les autres membres de ma famille n'ont jamais voulu se faire tester ou ne m'ont jamais dit s'ils se sont fait tester. Et en fait, c'est un peu comme si Anatole, c'était le seul qui était susceptible d'avoir cette maladie dans la famille et que ça ne concernait personne d'autre. Et encore à aujourd'hui, tout le monde sait la maladie qu'a Anatole. Bon, c'est complètement accepté, mais on considère, je pense, que ce n'est pas dans la famille. Et moi, j'aurais bien aimé que ce soit complètement intégré dans la famille et faire comprendre que ça peut arriver à d'autres membres de la famille. Et pour mes filles, donc il y en a 2 sur 3 qui sont porteuses de la maladie. Elles avaient le choix de se faire tester ou pas. Et finalement, elles ont toutes les 3 accepté de se faire tester parce qu'il vaut mieux qu'elles sachent le jour où elles voudront avoir des enfants, que l'enfant puisse être pris en charge au moment de la naissance, si jamais il y en a un qui a cette maladie. Et les filles, elles ont assez bien accepté, enfin je pense qu'elles ont assez bien accepté, sachant que c'est quand même dur, hein, parce que ça veut dire qu'elles sont aussi susceptibles d'avoir un enfant qui a cette maladie plus tard. Et notre démarche était plus celle-ci d'anticiper les choses plutôt que, bien évidemment, chercher des culpabilités ou autres. C'est vraiment pas le sujet. Donc, tout ce que peuvent manger les enfants, Anatole, il ne pouvait pas manger. Pas de pain, pas de gâteau, pas de glace, pas de bonbons. Il n'avait pas non plus le droit de manger de viande, de poisson, tout ce qui était animal, strictement interdit. C'est trop protéiné, encore maintenant. Donc il mangeait quasiment que des fruits et des légumes, quoi. Donc il a fallu gérer des frustrations, gérer d'avoir d'autres enfants à la maison qui mangent tout à fait normalement. Mais ça aussi, dans la famille, les filles, elles faisaient attention de ne pas manger devant lui ou quand il était petit, ou de lui dire, enfin essayer de gérer tout ça en fait. Et ça aussi, c'est très compliqué. Et au niveau de la famille, que ce soit nous ou les filles, il était évident qu'il ne fallait pas déroger. Parce que le plus difficile, on l'a vu dans la perception de notre entourage, hein, dans ma famille, mon père également, c'est quand même un petit bout de viande, c'est pas si grave. Ou un petit gâteau, ou il y a des tentations de partout. Et donc on était obligés, nous aussi, à un moment, d'être rempart par rapport à ces tentations externes. Et au moins la famille proche, que ce soit nous ou les filles, on était vraiment tous conscients qu'il ne fallait pas déroger. On a toujours mangé quand même, nous, normalement. Et on a expliqué à Anatole qu'il vivrait toute sa vie avec cette maladie, donc qu'il ne mangeait pas comme nous. Qu'en grandissant, il aurait peut-être droit de manger un peu plus de choses comme nous, mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas non plus s'interdire de manger certains aliments. Mais tous les jours, au quotidien, on cuisinait 2 repas différents. Son plat spécifique. Ses plats à lui et nos plats à nous et aux autres enfants.
retour à une espèce de vie plus classique. Donc ce qui n'était pas évident pour nous et qui n'était pas concevable au début, c'était de le reconfier à sa nourrice. Ma femme a pris un congé d'accompagnement par an. Ouais, parents accompagnent, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est... pris en charge par la CAF, par la caisse oui, d'allocation. c'est un congé de parents accompagnant un enfant malade, donc qui peut rester à domicile en fait. Et donc... Et qui a permis de gérer cet accompagnement dans les premières semaines, dans les premiers mois, sans se stresser à se dire le matin, je confie mon enfant à une nourrice et il va falloir qu'elle gère scrupuleusement l'apport des médicaments et la nourriture. Ouais. Ça n'a pas été évident aussi au début de se projeter dans le retour à la prise en charge chez sa nounou, même pour elle. C'était une sacrée responsabilité. Pour nous, il a fallu aussi prendre le temps de se projeter dans ce retour en prise en charge. Puis de tout bien préparer, de tout mentionner, de tout écrire, pour que cette personne à qui on confiait notre nouvel enfant avec cette maladie, eh bien, n'ait pas de questions à se poser et qu'elle respecte un protocole à la lettre. Ouais, quand on l'a remis chez la nourrice, on lui donnait tout ce qu'Anatole pouvait manger. Et on avait des Tupperware. Dans chaque Tupperware, il y avait un plat. Et elle savait, pas dans quelle ordre les donner, mais elle savait qu'elle pouvait donner tel et tel aliment le midi et à 4 heures, telle chose. Et rien d'autre. Donc ça a été strict aussi. On lui a tout expliqué, toute la maladie. On avait écrit, nous, le protocole qu'il fallait qu'elle respecte pour Anatole. On avait fourni les médicaments aussi, parce qu'il prenait, quand il était petit, 3 fois par jour des médicaments. Donc elle lui donnait forcément des médicaments le midi. Et pour que tout soit vraiment respecté, parce que c'était la santé d'Anatole qui était en jeu, quoi. Je me suis toujours dit, voilà, il faut que Anatole mange à la cantine dès la maternelle, parce qu'autrement, ce sont des contraintes. Ça veut dire qu'il aurait fallu que j'aille le chercher tous les midis, l'amener le matin, le récupérer à 16 h. Et donc, je ne pouvais plus rien faire, moi non plus. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à le lâcher, mais sous contrôle. Dès le premier jour, déjà, on avait mis en place un PAI, donc un programme d'accueil individualisé. On avait bien sûr prévenu les enseignants, on avait fait une réunion avec l'infirmière de l'école, la directrice d'école, la maîtresse, les ATSEM, enfin toutes les personnes de l'école. Et dès le départ, il est allé à la cantine. Il avait son petit panier, donc tous les matins, on lui préparait, je préparais, ou mon mari, on lui préparait ses aliments pour la cantine. Et pendant une dizaine de jours de mémoire, je me suis assise à la cantine avec Anatole, parce qu'en fait, Anatole savait très bien qu'il ne pouvait pas manger n'importe quoi. Et pour le rassurer, je me suis assise sur les petites chaises là à côté de lui. Et chaque fois qu'il y a un aliment qui arrivait, je lui disais c'est moi qui l'ai préparé, donc tu n'auras rien d'autre que ce que je t'ai préparé ou ce que papa t'a préparé. Tout ce qui va venir, ce qui viendra à la cantine, ce sera ou papa ou maman qui l'auront préparé. Donc tu peux le manger, tu peux être rassuré. Et donc les premiers jours, il me regardait de dire est-ce que je peux, est-ce que je peux. Et chaque fois, je lui disais oui, tu peux manger, c'est ce qu'on t'a préparé à manger. Puis au bout de quelques jours, je l'ai laissé et voilà. Et puis l'aventure a commencé et on a continué comme ça pendant toute la scolarité où tous les jours, Anatole allait à la cantine, mais il avait tout dans son panier, on avait tout noté. Et puis petit, lui donnait aussi ses médicaments. Le midi, à l'école, il lui donnait ses médicaments, quoi. Ce qui a été un soulagement aussi quelque part de voir que ces structures arrivent à s'adapter et qu'à la cantine, on accepte aussi que nous, parents, arrivions avec nos Tupperware. Ouais. Et puis pour eux,
Enfin, tout était clair et compris, c'était juste ces plats, uniquement ces plats et rien d'autre. On était aussi en confiance avec les enseignants qui n'hésitaient pas à nous appeler. Si, il y avait la semaine du goût, donc forcément, donc dans ce cas-là, quand il y avait des semaines comme ça, les enseignants, on était en contact, ils nous appelaient. Ils nous appelaient en nous disant est-ce qu'Anatole a le droit de manger ça, est-ce qu'il pourra manger ça, est-ce que là, Anatole, là on est en train de faire un atelier, est-ce qu'il a le droit de manger ça. Donc dès la petite section, je me suis dit il faut que j'explique vraiment strictement la maladie. Alors quelquefois je leur faisais un peu peur, mais pour qu'ils ne dérogent pas au protocole, pour qu'ils ne dérogent à rien. Ça veut dire qu'Anatole, il ne mangera rien de en dehors de ce que les parents lui donnent à manger ou amènent. Et c'est comme ça. Je leur disais, c'est très grave s'il mange autre chose, parce que ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé lors d'une sortie scolaire que quelqu'un, mais bienveillant, voulait lui faire plaisir et lui a donné quelque chose à manger qu'Anatole n'avait pas le droit de manger. Donc à partir de, je me suis dit, il faut vraiment être strict et quelque part leur faire peur, si je puis dire comme ça, mais leur faire comprendre que les conséquences peuvent être graves s'ils ne respectent pas ce qu'on leur dit. C'était vraiment ça, hein, chaque fois le message à passer, quoi. Dans l'école primaire, ça a été le même protocole qu'à la maternelle. Donc, Anatole, tous les matins, on déposait son panier à la cantine, son panier de nourriture à la cantine. La seule chose qui changeait à l'école primaire par rapport à la maternelle, c'est qu'il y avait des séjours. Hein, ils ont fait des classes de mer, des choses comme ça. Et donc, j'accompagnais. J'étais le seul parent à accompagner parce que autrement, c'était trop compliqué. Alors, ou j'accompagnais tout le séjour, ou alors je donnais les plats pour les 2 premiers jours à Anatole. Donc, je préparais tous les plats des Tupperware où je notais dessus si c'était pour le matin, le midi ou le soir et quel jour. Et puis, ou quand c'était pas trop loin, je faisais un aller-retour. Donc pour les 2 jours suivants, je ramenais le reste de la nourriture qu'il fallait pour les 2 jours. Ou alors je faisais tout le séjour avec Anatole. Voilà. Donc pour que ce soit plus simple, parce qu'autrement c'était trop compliqué. Et dans ce cas-là, je disais au cuistot de ce qu'il fallait cuisiner, j'amenais les aliments, j'amenais tous les aliments hypoprotidiques forcément, et puis les médicaments systématiquement, et puis où je disais au cuisinier de cuisiner tel et tel aliment que j'avais amené, ou alors je lui disais quoi faire, et puis et je pesais, et puis voilà, il cuisinait à ma place, mais voilà, ça permettait aussi de soulager les maîtresses en fait. Anatole est un petit garçon très social, donc il a rapidement eu des copains, beaucoup de copains et d'amis à l'école, et il a très rapidement eu de l'attention et de la bienveillance. Même tout petit, ses amis jetaient un œil et faisaient attention et regardaient ce qu'il pouvait manger ou goûter ou autre, ou être certain d'avoir qu'il ait ce qu'il fallait en parallèle des autres. Depuis tout petit, j'ai des très bons amis qui sont là pour m'accompagner et qui savent bien le faire et qui sont des fois méfiants par rapport. Ils me demandent est-ce que tu es sûr que tu as le droit de manger ça, et du coup je me suis jamais senti seul. À l'âge de 7 ans, en fait, est arrivée la première fois où nous l'avons laissé parce que nous avons voulu nous accorder des vacances. Nous sommes partis 3 semaines et donc la question était de le confier à des personnes de notre entourage qui allaient gérer son quotidien, son régime alimentaire, ses médicaments et puis la surveillance au cas où. Et donc ça a été très réconfortant de pouvoir s'appuyer sur mes sœurs, ta maman aussi, et qui sont venues chez nous vivre à la maison pendant notre absence et que nous avions formées au préalable sur les
les recettes à cuisiner et faire en sorte que, eh bien, il allait pouvoir suivre son régime alimentaire comme il le faisait avec nous. Donc c'était un peu stressant, mais c'était assez indispensable aussi dans le cheminement et dans son apprentissage, dans sa croissance, de se dire que d'autres personnes que nous pouvaient être à ses côtés et de l'accompagner en toute sécurité. Anatole était suivi par son pédiatre comme tout enfant, voilà. comme tout un chacun. Pour les vaccins, tout Et il est vrai que cette pédiatre a dû aussi mettre à jour ses connaissances sur cette maladie très spécifique et sur tout le protocole qui était autour. Pour tout ce qui était courant, un petit rhume, le vaccin à faire, on n'allait pas à Necker, on n'allait pas à l'hôpital, on allait chez notre pédiatre de ville qui connaissait du coup bien Anatole, qui s'était bien informé sur la maladie d'Anatole. C'était vraiment quand il y avait des moments où on sentait qu'il était vraiment pas bien. Dans ces moments-là, on n'allait pas chez le pédiatre, hein, on partait directement à l'hôpital. Donc on s'est retrouvés quand même assez souvent à l'hôpital parce qu'il avait fait une angine ou parce qu'il avait un épisode de fièvre plus important que d'autres fois et qu'on se disait mais si on n'y va pas, est-ce qu'il va faire une hyperammoniémie et si on arrive trop tard, est-ce qu'il risque de décompenser? Enfin bon, on avait peur. Et à l'hôpital, du coup, ce qui était rassurant également, c'était qu'avec les équipes de Necker, en coordination aussi avec l'équipe de l'hôpital et le pédiatre, eh bien, il avait son classeur personnel, Anatole, dans le service, aux urgences, au cas où. Et donc, ça aussi, on avait mis ça en place à froid, en prenant le temps, ce qui fait que le jour où on arrivait de manière précipitée, il y avait cette documentation qui était là aussi pour une bonne prise en charge. On pouvait dire Anatole à son classeur, regardez son classeur, parce qu'il y a toujours des internes qui ne connaissaient pas Anatole et qui pouvaient être là. Donc on savait que ce classeur-là, il répertoriait tous les protocoles à suivre si on arrivait aux urgences, quoi. Donc c'était hyper rassurant. L'entrée au collège était une nouvelle étape. La difficulté aussi pour nous au début était de se dire à l'école primaire il y a une institutrice qui le suit au quotidien et puis là maintenant ce sont plusieurs professeurs qui s'enchaînent. Donc c'était tout ce travail en amont que tu as réalisé avec l'équipe en place dans le collège pour bien informer tout le monde, mettre en place le bon protocole. Au collège, durant mon année de 6e, quand j'avais à expliquer un peu à tout le monde, car quand je ramenais mes plats et je les posais sur mon plateau, il y avait des gens que je ne connaissais pas qui venaient me voir et qui me demandaient « mais pourquoi tu manges comme ça ?» Plus les années passées, 6e, 5e, tout ça, on sentait qu'Anatole il commençait à en avoir ras-le-bol d'amener ses plats, qu'il allait falloir trouver une autre solution parce que ça commençait à le peser. Quelquefois, il les oubliait, donc je partais. Son panier était resté à la maison, donc j'allais lui amener, mais il fallait toujours qu'il l'amène à la cantine. Enfin bon, c'est quand même, c'est des enfants qui sont pas comme les autres, donc je pense que quelquefois il en avait ras-le-bol. Bon, après, il grandissait. Anatole a aussi toujours hyper bien respecté son régime, et vraiment jamais il dérogeait pas au régime, jamais d'écart. En parallèle de l'école, que ce soit l'école primaire ou le collège, il a grandi comme n'importe quel autre enfant, donc une activité sportive assez intense, passionné de football et du coup là aussi c'était rassurant de voir que hormis le régime alimentaire, il n'y avait rien de particulier, quoi. À part la viande, je n'ai aucune autre restriction dans ma vie. Je peux faire tout comme les autres. J'adore le football. Ça fait depuis mes 5 ans que je joue au football. Et j'ai commencé avec mes amis d'école, de la maternelle, que j'ai encore maintenant depuis... ça fait 13 ans que je les connais, du coup. Et j'ai commencé à jouer avec eux au football dans l'école et après on s'est inscrits tous au club de foot. Anatole en avait
marre d'amener son panier, son sac. Il a dit au lycée, c'est fini, je ne veux plus. Du coup, on est allé voir ensemble les infirmières du lycée pour voir comment on pouvait faire au niveau de l'alimentation déjà. Et au niveau de l'alimentation, elles nous ont dit, bon, on va voir avec les cuisiniers si on peut lui mettre en place un plateau avec des légumes, des fruits, enfin un plateau équilibré d'alimentation qu'Anatole pourrait prendre tous les jours, sachant qu'il ne pesait pas les aliments qu'il y avait sur le plateau. Mais maintenant, Anatole, à l'œil, il sait très bien combien il y a de protéines dans telle quantité d'aliments. On lui fait confiance et il sait, lui, il gère maintenant. Donc ça fait... Parce que c'est combiné avec le fait que sa tolérance en protéines a augmenté. Ouais. Et du coup, permet justement qu'il puisse gérer son alimentation de cette façon sans être hyper scrupuleux. Et donc là, je fais 58 kilos et du coup, ils mettent par exemple 47-48 grammes de protéines. Depuis un an, je dirais, je compte moi-même les protéines. J'arrive à voir à l'œil nu, par exemple, un bout de pain, ça représente combien de protéines, une portion de riz, ça représente combien de protéines, à peu près. Et donc maintenant, je me gère, je suis autonome et j'ai plus besoin de peser tous les aliments avec une balance, etc. Je vois à l'œil nu et je suis autonome. Et ça fait 1 an que je ne pèse plus. Il se gère. Il gère son alimentation, que ce soit à la maison ou partout. Je contrôle plus ce qu'il prend comme protéines par jour. Parce qu'il faut aussi qu'il apprenne et qu'il commence à être autonome. C'est autonomisé sur Donc, son apport alimentaire. Donc, de temps en temps, je lui dis, t'es sûr que tu as encore le droit de manger ça? Que tu n'as pas trop de protéines? Donc, de temps en temps, ça m'alerte un peu. Et puis, il me dit, t'inquiète, je gère. Du coup, c'est une maladie invisible. À part mes amis, les autres gens dans la rue, au lycée, etc., ne voient pas que j'ai une maladie, en fait. Comme je mange comme eux, sauf la viande, mais ils ne remarquent pas que dans mon assiette, il manque un steak haché ou un poisson. Ils ne remarquent pas. Comme sa quantité de protéines a quand même beaucoup augmenté, qu'il a le droit, maintenant il mange comme nous, mais toujours pas de la viande, pas tout ce qui est animal, ça c'est strictement interdit. Mais par contre, si je fais je sais pas, une tarte, je calcule moi et je lui dis si tu prends un quart, ça fait tant de protéines. Si on se fait des burgers, il se fait un burger, mais sans le steak. Donc avec on tout le reste. On prévoit de manière à ce qu'il puisse avoir juste des alternatives. Enfin, je prévois des tomates pour mettre dans le burger, de la salade, et puis du cheddar. Mais voilà, je fais plus de menus différents pour lui. Non. Donc ça simplifie énormément la vie. Après, il reste les médicaments. Il se gère aussi, il prend ses médicaments tout seul. Ça, il gère. Alors moi, la seule chose que je gère encore, c'est la commande des médicaments qui se fait dans une pharmacie de ville. J'aime beaucoup cuisiner. Le mercredi, par exemple, j'aime me faire mon petit plat le mercredi midi. Je sais pratiquement cuisiner tout sauf la viande, du coup. Donc tout ce qui est faire du riz avec des mélanges, avec des oignons, des légumes, tout ça. J'adore faire ça. Il y a un aliment que je mange depuis tout petit, que j'adore. Et quand on me demande c'est quoi ton plat préféré, ils sont un peu étonnés, les gens. C'est les épinards. J'adore les épinards. C'est mon plat préféré. T'en as qui disent c'est les burgers, les pizzas. Moi, c'est les épinards. Alors la transition, c'est quand l'enfant va devenir adulte. Donc à ses 18 ans, il ne peut plus être, alors ça peut se prolonger un petit peu, mais normalement il ne peut plus être suivi par un pédiatre parce que le pédiatre n'est plus habilité à suivre un adulte et puis la médecine d'un adulte n'est pas celle d'un enfant. Donc c'est comment poursuivre les soins de l'adolescent qui devient adulte sans que ça devienne angoissant ni pour l'adolescent ni pour les parents.
Franchement, je vis au jour le jour, j'essaye de vivre l'instant présent et de ne pas trop penser à ce qui se passera. Je suis pratiquement sûr que tout se passera bien et qu'on va bien s'occuper de moi. Le but, c'est de rencontrer en amont, avant les 18 ans, de rencontrer le nouveau médecin qui suivra Anatole. Et donc maintenant, je me gère, je suis autonome. Ça m'est arrivé début collège, à la rentrée de collège, quand là forcément il y avait beaucoup de gens regroupés à la cantine et que je voyais par exemple quand il y avait par exemple, un jour où on devait manger frites, burger frites par exemple, et que moi j'avais pas le droit de manger le burger, j'étais un peu déçu forcément. Je me disais bah, pourquoi moi, pourquoi cette maladie, etc. Mais plus maintenant, je l'ai totalement accepté et je la renie pas quoi. Je me dis que c'est comme ça. Je ne dois pas rêver d'une vie où j'ai pas cette maladie, parce que forcément après, ça va engendrer une déception du fait. Du coup, je l'accepte et je me dis, bon, c'est pas grave. En fait, je me dis qu'il y a pire que moi. Moi, je suis en forme, c'est juste que je peux pas manger ça. Donc j'ai un peu de chance quand même. Les conseils que l'on pourrait donner à des parents qui seraient concernés, c'est les moments sont difficiles dans les premiers instants. Faut essayer, faut avant tout se soutenir. C'est important de se soutenir, c'est hyper important. Nous, on a Et toujours été se relayer. Se relayer parce qu'il y a forcément des moments de fatigue, il y a des moments de ras-le-bol. Et donc, faut être capable de dire à l'autre, allez, va t'aérer, va te divertir, et puis je prends le relais, et puis voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Tout au début de la maladie, ne pas hésiter à poser des questions à l'équipe soignante, même si vous reposez 15 fois la question, posez-la. Si ça vous permet de mieux comprendre, de mieux vivre avec la maladie, c'est hyper important. Préservez-vous d'Internet, parce que sur Internet, il y a beaucoup de choses fausses. Beaucoup de situations dramatiques, pessimistes, alarmantes. Par rapport à notre expérience, quand on arrive dans des hôpitaux qu'on ne connaît pas, ne pas hésiter à s'imposer par rapport à l'équipe soignante, ce qui n'est pas non plus évident, s'en référer aux hôpitaux de référence comme Necker ou les hôpitaux où votre enfant est suivi, c'est hyper important. Et puis surtout garder de l'espoir, parce que finalement, si on suit strictement bien ce que nous disent les équipes par rapport au régime, par rapport aux médicaments, finalement, ce sont des enfants qui grandissent bien. Et ça se fera avec le temps, on apprend à vivre au quotidien et ça se fait de mieux en mieux et après ça fait partie de notre vie. Finalement, quand on ouvre les yeux, il y a plein de différences, il y a plein de diversité, il y a plein de régimes alimentaires différents. Tout le monde ne mange pas la même chose et puis par choix ou par obligation. Et c'est la vie et ça n'empêche pas de bien vivre et d'être heureux. Donc. Et puis une chose aussi qu'on n'a pas dite, les associations d'enfants comme ça, elles sont hyper importantes pour tout ce qui est fait, les avancées dans la maladie, les prises en charge. Et puis ça permet aux enfants aussi de se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls, quoi. Et puis il y a toute cette expérience des parents, des astuces. Qui permettent de chacun, on peut s'échanger des astuces, des choses pour vivre au mieux en fait, et puis pour que notre enfant vive au mieux avec sa maladie aussi. Donc c'est important.